Bamako, ville des quartiers chics mal viabilisés, étroitesse des rues, inexistence de caniveaux. Les conséquences sont nombreuses. À qui la faute? La réponse, c'est dans quelques instants. Le pain tissé mis en valeur à Ségou, la première édition de la nuit du pain tissé a vécu ce week-end dans la capitale des Balanzans, une initiative de la Fondation Festival sur le Niger qui vise à faire connaître les produits locaux ségoviens. Accueil en grande pompe à Bougouni, les joueurs de l'Union sportive de Bougouni qui ont réalisé l'inattendu hier, amené la 52e Coupe du Mali à Bougouni. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations que nous ouvrons par l'Assemblée générale du collectif des ressortissants de Kidal. Ce matin, au stade du 26 mars, c'est pour mieux assister les déplacés de la région de Kidal. Cette assemblée a mis l'accent sur la mise en place d'un bureau provisoire des déplacés de Kidal. Ce bureau se compose de 8 membres et s'engage à soutenir les actions des institutions du Mali. Le reportage de Daouda Sidiki Diarra. Pour cette assemblée du collectif des ressortissants de la région de Kidal, un seul sujet était à l'ordre du jour. Il s'agit de la mise en place du bureau provisoire des déplacés de la région de Kidal. Ce bureau, qui compte 8 membres, est présidé par le président de l'Assemblée régionale de Kidal. Ces cadres auront pour tâche de rédiger les statuts et règlements de leur bureau et veilleront sur la situation des déplacés de Kidal. Recenser tous les déplacés de la région de Kidal, de m'entretenir avec eux, de connaître leurs difficultés afin de chercher les solutions idoines. Nous sommes dans un Mali un et indivisible. Nous sommes sous les drapeaux vert, jaune, rouge. Le message que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment de trouver une solution à la rentrée scolaire qui arrive, de trouver une solution à la santé et au logement des populations, parce qu'elles ont un problème criard de logement. Pour créer un cadre de concertation entre les déplacés de la région de Kidal, cette assemblée a été initiée par le collectif des ressortissants de la 8e région. Elle constitue également un cadre de retrouvailles pour les uns et les autres. La présente assemblée générale des ressortissants de la région de Kidal vise 2 objectifs. Le premier, il s'agit de prendre contact avec tous les fils de la région et toutes les filles de la région afin que nous puissions nous retrouver et accorder nos stratégies d'action afin d'appuyer les pouvoirs publics à trouver une solution de sortie de crise le plus rapidement possible. Nous estimons que notre contribution à la résolution de la crise est plus que nécessaire. Le bureau s'engage à soutenir les actions des institutions de la République pour que le Mali retrouve la paix. L'occupation des régions nord du Mali préoccupe les membres de l'association Diorofa. Ils ont organisé hier samedi une conférence de débat sur le thème minorités touareg et arabes dans une perspective historique et géostratégique. La conférence avait pour but de réfléchir sur les causes lointaines et immédiates de la crise et de faire des propositions. Tiemogo Konaté était présent, son compte rendu. Minorités touareg et arabes dans une perspective historique et géostratégique. Le thème a été largement débattu au cours de cette conférence débat organisée par l'association Diorofa. Au cours des échanges, les causes lointaines et immédiates ont été décryptées. Nous avons connu des problèmes qui ont été pris en charge dans le cadre du pacte national et de l'accord d'Alger du 4 juillet 2006. Donc le temps n'a pas permis d'aller vers l'application intégrale de ces différents accords. Et en plus de cette situation, il y a la crise au niveau de la Libye, la chute du régime de Kadhafi. Tous les intervenants demeurent convaincus que cette crise chronique est soutenue par la médiocrité et l'injustice généralisée, bref, la mauvaise gouvernance. La dernière leçon qui est ressortie de cette conférence et qui a fait l'unanimité, c'est surtout le fait que tout le monde est convenu que c'est la mauvaise gouvernance depuis la nuit des temps qui a été le facteur principal de déclenchement de toutes ces crises et rébellions. Au terme des discussions, des résolutions relatives à la refondation du pays pour une sortie de crise ont été formulées. La réalisation de cet objectif, au dire des participants, nécessite une synergie d'action. Ce que je propose, il faut un État fort qui tient compte des différentes sensibilités, qui traite les citoyens de la même manière, qui connaît les problèmes et crée des institutions qui travaillent dans ce sens. Recommandation, un nouveau modèle de gouvernance, un nouveau modèle de pratique de la gestion des affaires publiques qui puisse rassurer les citoyens et qui permette de prendre les problèmes par le bon bout et de les résoudre de manière durable.
Les responsables du mouvement estiment que cette conférence débat constitue un appui aux autorités dans la recherche des solutions à la rébellion. Appui qui cadre bien avec le Nord Jorofa, c'est-à-dire jouer sa partition. Et dans le même chapitre, le Bureau national du Haut Conseil islamique du Mali a fait don de 9 tonnes de riz. Vous allez le voir sur les images de sucre aux déplacés aux démunis de la commune 6 du district de Bamako. La cérémonie de distribution s'est déroulée à la mosquée de la zone de recasement de Niamakoro-Zerni. Elle a regroupé les élus locaux, les chefs de quartier et les leaders religieux. Les 300 personnes bénéficiaires ont chacune reçu 25 kg de riz et 5 kg de sucre. Les leaders religieux ont fait la lecture du Saint-Coran et ont prié pour le retour de la paix dans notre pays. L'actualité africaine est dominée par la visite du ministre belge des Affaires étrangères au Rwanda, la destruction de mausolées musulmans en Libye, première escale l'Angola, où l'UNITA, le principal parti de l'opposition, mobilise ses hommes pour les élections à venir. Le principal parti de l'opposition en Angola appelle à des élections démocratiques. À quelques jours de l'élection générale, les partisans de l'UNITA se sont rassemblés par milliers à Luanda. Nous allons demander des élections dans les règles pour tous les Angolais. Et nous les appelons à voter pour l'UNITA afin de changer la situation dans ce pays. Un changement attendu par l'opposition. Le président José Eduardo dos Santos est au pouvoir depuis 33 ans. Plusieurs mausolées musulmans ont été attaqués en Libye par des islamistes, comme ici à Zliten, où une bombe a sérieusement endommagé le tombeau d'un théologien soufi du XVe siècle. À Tripoli et à Misrata, 2 autres sanctuaires ont été la cible d'attaques similaires. Les intégristes s'opposent à la vénération des saints qu'ils jugent contraires à l'islam. À Zliten, la bibliothèque a été en partie détruite. Le président de l'Assemblée nationale libyenne a dénoncé une atteinte au patrimoine et à la culture. Après la République démocratique du Congo, Didier Reynders, le ministre belge des Affaires étrangères, est au Rwanda. Il s'est rendu dans le camp de réfugiés de Nkamira. Ici, plusieurs milliers de Congolais sont en transit après avoir fui les combats du Nord Kivu. Didier Reynders a rencontré les responsables de l'ONU qui s'occupent de ces populations et a écouté leurs témoignages. Il s'est dit horrifié par les violences. Il faut que le Rwanda participe à cette lutte contre les principaux groupes rebelles, je pense en particulier au M23, qui s'est réfugié, localisé le long de la frontière. Le ministre belge soutient l'idée d'une création par les pays de la région d'une force capable de stopper la rébellion. Ce nom vous dit sûrement quelque chose. Neil Armstrong, le premier homme qui a marché sur la Lune en 1969, eh bien, il s'en est allé. En ce moment, Haïti est en train de vivre la tempête Isaac et ce sont 300 maisons qui ont été endommagées. Au Venezuela, la plus grande raffinerie a pris feu, faisant 39 morts. Ce sont là quelques sujets de l'actualité internationale. Suivons. 39 personnes tuées et plus de 80 blessés samedi dans l'explosion de la plus grande raffinerie de pétrole du Venezuela, dans l'état de Falcón, dans le nord-est du pays, où sont raffinés quotidiennement 645 000 barils de brut par jour. Une explosion due à une fuite de gaz qui a déclenché un énorme incendie. Le feu dégagé encore dimanche, une épaisse fumée, mais sans risque de nouvelles explosions. Le Venezuela est le 5e producteur de pétrole au monde. La tempête Isaac, qui a fait 4 morts en Haïti, est en route vers la Floride. Plus de 5000 personnes et 18 camps de victimes du séisme de 2010 ont été évacués. Au passage de la tempête, 300 maisons ont été endommagées. La capitale, Port-au-Prince, est sans électricité et sans égout. À cela s'ajoute le risque de contamination de l'eau. La République dominicaine a également été touchée par la tempête tropicale Isaac. Le conquérant des étoiles s'en est allé aussi discrètement qu'il a mené sa vie sur Terre. L'astronaute américain Neil Armstrong est mort à 82 ans des suites d'une complication chirurgicale. Un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité. C'est avec cette phrase que Neil Armstrong est entré dans l'histoire avec un grand H en devenant, le 21 juillet 1969, le premier homme à avoir marché sur la Lune avec la mission Apollo 11. Événement retransmis en direct dans le monde entier. 600 millions de téléspectateurs ont regardé stupéfaits Neil Armstrong planter le drapeau américain sur l'astre lunaire.
Retour à Bamako et nous en venons au grand format de cette édition. Ici à Bamako, les quartiers chics sont mal viabilisés. Les différentes rues se caractérisent par leur étroitesse. L'inexistence de caniveaux ou de collecteurs est constatée dans beaucoup de quartiers. Alors, à qui la faute et que faut-il pour bien viabiliser les nouveaux quartiers du district de Bamako? Ibrahim Traoré est allé en savoir davantage. Suivons cette enquête. Bamako, l'une des plus belles capitales de la sous-région, la ville se glorifie de plus en plus de ses quartiers chics. Malheureusement, derrière ces belles constructions se cache une viabilisation très peu enviable. Ce qu'il faut retenir pour l'essentiel, c'est que pour la plupart des cas, les travaux de viabilisation ne sont pas réalisés tels que prévu. Donc vous allez trouver, si vous avez un lotissement qui a été bien mis en place, donc avec les ouvrages, entre lui et ses différents exutoires, si vous installez un autre quartier ou un autre lotissement, je vais dire, où les ouvrages de viabilisation ne sont pas installés, mais celui qui a été installé en amont paraîtra comme s'il n'a jamais existé. Parce que l'autre va paraître devant lui comme un obstacle. Des désagréments difficilement supportables sont constatés chaque jour dans plusieurs quartiers chics de Bamako. Les rues sont étroites et mal entretenues. On note aussi une insuffisance de feux tricolores et de caniveaux bouchés. Les réseaux de drainage existants n'ont pas été adaptés aux capacités. Les espaces verts servent très souvent de jardin. Tout cela par la faute de qui? Tantôt, nous avons l'interférence de l'État dans la politique d'aménagement du sol. Tantôt, c'est la mairie du district. Tantôt, c'est les techniciens de l'État. Donc, il y a véritablement un chevauchement à ce niveau. C'est ce qui crée énormément beaucoup de problèmes. On peut imputer la responsabilité à toute une chaîne. Il s'agira simplement de mettre en place un audit qui permettra de savoir où est le problème. Est-ce que c'est dans le calibrage, à partir des documents qui ont présidé à la réalisation donc, de ces ouvrages, ou est-ce que c'est parce que ce qui a été programmé n'a pas été effectivement réalisé? Si tu as des responsabilités, c'est que de cette façon que ça peut se faire. La responsabilité reste donc partagée. La question de la gestion domaniale à Bamako doit être mise sur table et discutée clairement. Le rôle des différents acteurs chargés du foncier reste encore flou. Les terrains sont vendus ou octroyés dans le désordre. Résultat, échec des plans d'aménagement. Il y a des secteurs à l'hippodrome où il n'y a pas de caniveaux. Ils sont emmerdés. Mais c'était des grandes rues, des grands voies. Bon, maintenant, souvent aussi, on acquise même les propriétaires de la maison, des maisons. Il faut qu'ils comprennent que comment tu vas construire une maison de 50 à 100 millions pour faire un carré à 500 000 francs, les gens ne veulent pas. Il y a des quartiers non viabilisés, puisqu'il y a des quartiers même Spoutnik qui ont germé de nulle part. Il faut de la discipline. La population n'est pas disciplinée. Vous faites les autorités, c'est la faute des autorités aussi, et je tiens à dire principalement les autorités. Comment sortir aujourd'hui de ce problème? Que faut-il désormais pour bien viabiliser les quartiers? Tout le monde opte pour le respect des textes en vigueur et le sens de responsabilité de l'État. Tout ça est bien prescrit. Il s'agira d'être ferme dessus, puisque de l'autre côté, le citoyen a son besoin devant lui à satisfaire. Quand on est ferme, chacun aura à gagner dedans. Dès que l'on exige que le lotissement qui vient d'être approuvé ne connaîtra de réalité de vie, c'est-à-dire d'installation des populations, que quand l'ensemble des installations de viabilisation sont en place et que l'État est ferme dessus et que l'État mette les moyens pour veiller à ce que cela soit, dès qu'on fait ça, l'État même se donne cette rigueur, mais ça va couler comme sur des roulettes. Il faut que chaque acteur joue véritablement son rôle et que les services techniques déconcentrés auprès des différentes mairies jouent pleinement leur rôle de superviseurs et éventuellement des services de répression en harmonie avec les différents services de la mairie et les élus, aussi bien que la population, que chacun joue réellement son rôle. En ce moment, le problème est plus facile à gérer. Des mesures concrètes urgent pour faire face à cette situation, une situation qui nécessite également une prise de conscience collective pour le bien de tous.
Et vous l'avez vu, l'inexistence de caniveaux ou s'ils sont mal entretenus cause les inondations. Et justement, nous parlons d'inondations à Blas, 134 mm de pluie en 1 heure. Ce sont les précipitations enregistrées dans la ville de Blas hier samedi. Plus de 400 concessions se sont écoulées et plusieurs autres sont désormais menacées. Le sinistre a été provoqué par le fait que les caniveaux n'ont pas pu contenir la furie des eaux de pluie. Le gouverneur de la région a dépêché sur les lieux une importante délégation pour apporter aide et compassion aux victimes. Pas de perte en vie humaine, cependant, les victimes ont été relogées dans des salles de classe. En attendant, la délégation dépêchée sur place a remis à la ville une importante quantité d'eau de javel. La page culture nous amène à Ségou où a lieu ce week-end la première édition de la nuit du pagne tissé. L'événement avait pour but de valoriser les produits locaux ségoviens, une initiative de la Fondation Festival sur le Niger. Honoré Tchenou. En initiant la nuit du pain tissé, Smart, support Mali Art de la Fondation Festival sur le Niger, ambitionne de mieux valoriser les produits locaux du Mali, notamment le tissu. Cette première édition a pour thème pain tissé, facteur de développement local. L'événement devra permettre de faciliter les échanges entre les acteurs de la culture et les partenaires en vue de promouvoir l'art malien. Il s'agit pour nous de montrer les différentes qualités du pain tissé, de montrer toute sa beauté. Et cela, nous l'avons fait en collaboration avec nos partenaires, notamment les stylistes et les producteurs du pain tissé dans la région de Ségou et même partout au Mali. Le développement, il est toujours endogène, il vient toujours de l'intérieur. Donc la consommation de produits locaux permet quand même de booster fortement l'économie locale qui constitue la base du développement du tout pays. Un des temps forts de cette cérémonie de la nuit du pain tissé fut le défilé de mode suivi de l'exposition du pain localement tissé et ses produits dérivés aux produits de base. L'événement a suscité un grand intérêt du côté des autorités. Je profite de l'occasion pour inviter les artisans, artistes et acteurs culturels de la région à fédérer leurs efforts et à œuvrer pour une meilleure structuration de leurs domaines d'intervention respectifs, afin de rehausser considérablement l'image de la région sur les plans culturels et touristiques. Selon les organisateurs, cette activité entre dans le cadre de la relance des activités culturelles face à la crise actuelle du pays. Et d'ailleurs, la région de Tombouctou, à cette occasion, a été retenue comme invité spécial de la prochaine édition du Festival sur le Niger à Ségou. Un autre dossier est direction Caille, la ville de Caille qui est débarrassée de ferraille. Il est difficile de trouver aujourd'hui de la ferraille dans les rues de la cité des rails. Les marchands de ferraille ont tout ramassé car ce commerce leur rapporte beaucoup et ils sont nombreux à Caille ceux qui vivent de ce commerce. La ferraille est vendue aux opérateurs économiques indiens entre 85 francs CFA et 110 francs CFA le kilo. Notre équipe de reportage de l'ORTM Caille, dirigée par Idrissa Goulou Sissoko, est allée à la rencontre des acteurs de la filière ferraille qui sont organisés en association. Voici leur reportage. La vente de ferraille en tout genre est devenue aujourd'hui une activité lucrative. Comme dirait l'adage, rien ne se perd, tout se transforme. En effet, la ferraille en tout genre a de la valeur. Les carcasses de véhicules, les vieux moteurs de véhicules, les écrous, les boulons, les vieilles marmites, les tuyaux de fer, les traverses des rails, pour ne citer que ceux-ci, ont tous une valeur marchande. Ce commerce s'est installé dans notre pays sans que le commun des Maliens lui accorde de l'importance. Et bien que l'on se détrompe, le commerce de la ferraille est bel et bien une activité commerciale qui rapporte beaucoup. Nous achetons de la ferraille avec les vendeurs ambulants. Certains nous amènent de la brousse. Les conducteurs de pousse-pousse passent de garage en garage et nous amènent de la ferraille que nous achetons. Nous la vendons nous aussi ici à Caille, car pour le moment, nous n'avons pas le moyen de l'exporter. Nous achetons par kilo. Ce sont des millions de tonnes de ferraille qui quittent le Mali pour les ports de Dakar et de Lomé. Le kilo de la ferraille varie entre 85 francs CFA et 90 francs CFA en période de crise et va de 100 francs CFA à 110 francs CFA quand le cours du dollar monte. Dans le mois, nous pouvons vendre jusqu'à 100 tonnes. Le kilo est cédé à 85 francs CFA, ce qui n'est pas un bon prix car le prix augmente souvent jusqu'à 100 francs CFA, voire 110 francs CFA.
Dans la ville de Caille, le commerce de la ferraille fait vivre des milliers de personnes. Tous ceux qui travaillent dans la filière ont pu faire des réalisations pour eux-mêmes. Il y a beaucoup de jeunes qui étaient des conducteurs de pousse-pousse. C'est moi qui les ai amenés dans ce commerce. Aujourd'hui, ça va bien chez eux. Souvent, certains clients nous vendent de la ferraille volée dans un garage. On ne sait pas si le client est un voleur ou non. Quand le propriétaire retrouve son fer, il exige à voir le voleur. Le voleur est amené à la police ou souvent le garagiste exige 500 000 francs CFA à titre de dommages et intérêts en nous traitant de receleurs et nous sommes obligés de payer. Mais depuis qu'on a mis en place l'association, nous coopérons avec les autorités. Si le commerce de la ferraille est florissant, il s'y ajoute un autre aspect non négligeable qui est l'assainissement de nos rues envahies par les anciens véhicules et les tas d'ordures. Ce rectificatif avant d'ouvrir la page sport de cette édition. Hier, nous vous annoncions dans le 20h que les 89 tonnes d'intrants offerts aux producteurs des périmètres irrigués villageois des communes de Bourem et Gourmararousse étaient financés par l'Union européenne. C'est plutôt le FIDA qui l'a financé. Une précision apportée par la station régionale ORTM Mopti. Sport, handball, l'équipe nationale junior prendra part au championnat d'Afrique des Nations à Abidjan. La formation malienne est déjà sur place. Avant leur départ, Isaac Tchenou a assisté à la dernière séance d'entraînement et au départ pour Abidjan. Voici son compte rendu. Logés dans le groupe A en compagnie de l'Angola, de la Côte d'Ivoire, du Gabon et de la Tunisie, les Aigles handballeurs en regroupement à Kabbalah affûtent leurs armes pour la CAN des juniors. Les jeunes Maliens ne comptent pas aller en tourisme en Côte d'Ivoire. L'équipe a eu le temps de corriger certaines lacunes après le tournoi de Accra. Je ne pars pas vaincu. Je vais avec des ambitions claires, faire un résultat, être sur le podium. Peut-être qu'il peut y avoir des facteurs exogènes qui vont nous empêcher d'atteindre nos objectifs, mais quand même notre objectif, c'est de monter sur le podium africain. Les atouts de l'équipe malienne, c'est d'abord la cohésion, ce qui est très important en sport collectif. Et nous avons des individualités et aussi on a des systèmes tactiques qui pourront, je crois, nous permettre de franchir le cap. On est en train de tout faire pour aller faire quelque chose en Côte d'Ivoire. On va représenter notre nation là-bas. Inch'Allah, on va remporter la coupe. L'objectif pour l'équipe d'abord, c'est de faire une prestation honorable. Et notamment, nous visons au moins les demi-finales. Le premier match même de l'équipe nationale junior du Mali, ce serait contre la Tunisie. Et je pense que nous avons de réels espoirs de faire une prestation digne de ce nom à Abidjan. Au départ de l'équipe pour Abidjan, le ministre de la Jeunesse et des Sports a tenu à rappeler aux jeunes qu'ils sont les ambassadeurs du Mali. Vous êtes des porte-drapeaux, vous allez représenter le Mali. Donc c'est pour vous demander d'abord d'avoir un bon comportement. Parce que à travers chacun d'entre vous, c'est le Mali qu'on verra. Je vous souhaite de bons matchs et revenez avec beaucoup de victoires. La CAN Junior, c'est du 27 au 2 septembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonne chance donc aux juniors. Et puis, vous le savez, depuis hier, l'Union sportive de Bougouni a signé son entrée dans l'histoire du football malien en remportant la finale de la 52e édition de la Coupe du Mali. L'équipe de Bougouni a battu le 11 créateurs par 2-1. L'US Bougouni devient du coup le 7e club à inscrire son nom au palmarès de la Coupe du Mali. Le résumé du match, c'est avec Abdul Karim Kaba. La Coupe du Mali est toujours une fête, et une fête nationale dans tous ses compartiments. Tu participes seulement à la fête nationale, c'est une fête, c'est une joie, c'est tout. Alors, vous, est-ce que vous êtes fiers aujourd'hui de siffler cette finale de Coupe du Mali? Comme tout arbitre. La finale de la 52e édition a un cachet particulier, et pour cause, la situation difficile que traverse le pays, et aussi les déformations. 11 créateurs de Niarela, une équipe de première division, et l'Union sportive de Bougouni qui évolue en seconde division. Ces deux clubs jouent pour la première fois la finale de la Coupe du Mali. Déjà à quelques minutes du coup d'envoi, les acteurs se disent confiants. Plus que motivés, et très sûr que nous prenons cette coupe. Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Quel sera le maître mot tout à l'heure sur le terrain? Sur le terrain, ça serait toujours la solidarité. On va aller chercher avec la force à prendre cette coupe.
Même nous avons confiance en nous-mêmes. On est tous unis. C'est ce qui fait notre force, quoi. Coup d'envoi symbolique donné par le président de la République par intérim, professeur Dioncounda Traoré, et c'est parti pour les 90 minutes. Dès l'entame, les formations annoncent le ton. Bougouni trouve même la barre transversale. 14e minute, sur un contre rapidement mené par Lassana Samake, Mahmoud Bessissé est fauché dans la surface de réparation par Fatogoma Koulibaly. Hamidou Sinayogo transforme la sentence. Après ce but, aucune autre action notoire. Jusqu'à la mi-temps, qui intervient sur ce score de 1-0 pour les créateurs de Nyarela. En seconde période, Bougouni revient en force. 3 minutes seulement après la reprise, sur un ballon anodin, Boubacar Diarra égalise pour l'Union sportive de Bougouni. 54e minute, Youssouf Kamara corse l'addition pour l'USB. 75e minute, Bougouni échappe de peu à une égalisation. Plus aucun autre but ne sera marqué. Score final, 2-1 pour l'Union sportive de Bougouni. C'est un grand ouf de soulagement. Ce fut dur, comme tout le temps. Mais on est arrivé au bout, vraiment. Ce fut une très grande satisfaction pour nous et pour notre population et pour toutes les régions du Mali. C'est difficile parce que, honnêtement, on a eu l'occasion quand même de faire la différence en première mi-temps. Et ça, on a eu l'occasion de faire la différence en première mi-temps. Vous savez, c'est un match de coupe. Je suis déçu, mais je ne pense pas que ça soit la fin. L'Union sportive de Bougouni remporte la 52e édition de la Coupe du Mali, une première pour un cercle. Et c'était la joie ce matin dans tous les cercles de Bougouni. La population du Bani Monetier est sortie massivement pour accueillir le trophée de la 52e édition de la Coupe du Mali, gagnée hier au stade Modibo Keïta par l'Union sportive de Bougouni face aux 11 créateurs. Et comme dirait l'autre, c'était la fête au village. Abdul Karim Kaba y a pris part et voici son compte rendu. Il y a 25 ans, le train avait sifflé pour apporter la Coupe du Mali à Caille pour la première fois dans une région. Ce dimanche 26 août 2012, les motards et les 4x4 ont accompagné le trophée de la 52e édition de la Coupe du Mali à Bougouni. De la maison de jeunes de Bamako à Bougouni, l'ambiance était à son comble. Partout où le cortège a passé, un seul mot était sur les lèvres des populations. Au stade municipal, avant le démarrage des festivités, une minute de silence a été observée pour rendre hommage à Salifou Koulibaly, un supporter de l'Union sportive de Bougouni. Il est décédé alors qu'il manifestait sa joie après la victoire de l'Union sportive de Bougouni sur les 11 créateurs de Nyarela. Tour à tour, les intervenants ont salué cette consécration de l'Union sportive de Bougouni. Je suis un président d'association très comblé, parce que l'équipe, l'Union sportive de Bougouni vient d'emporter la Coupe du Mali pour la première fois dans l'histoire, alors est-ce que vous voyez, de notre cercle. Cela va droit à notre cœur et nous ne pouvons que nous en réjouir. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le cercle de Bougouni, pour toute la région de Sikasso. Vraiment, je suis comblé. Récompense pour la première Coupe du Mali à Bougouni, le commandant du cercle de Bougouni a promis un terrain pour chaque joueur. En 3e région, et en particulier à Bougouni, tout le monde retient son souffle, puisque l'objectif premier de l'équipe est de monter en première division. Pour cela, un match décisif attend l'Union sportive de Bougouni mercredi prochain au stade municipal de Bougouni. Souhaitons que cette consécration de l'Union sportive de Bougouni soit un exemple pour tous les Mali, puisque c'est dans l'union et dans la cohésion que l'Union sportive de Bougouni a remporté cette Coupe du Mali. Cette information à votre attention, Bamako plongé en grande partie dans le noir en début de soirée. La faute a un effet de foudre sur la ligne Bamako-Manantali à 160 km de la capitale. Les techniciens de EDMSA sont à pied d'œuvre et l'on constate déjà une reprise progressive de la desserte en électricité. EDMSA qui assure que tout rentrera dans l'ordre dans les plus brefs délais. Et puis, l'ORTM vous propose ce soir dans l'émission Questions d'actualité la rediffusion de l'impact de la crise du nord du Mali sur les services d'accès à l'eau potable, une émission animée par Abbas Famouri Traoré. Ce sera juste après Ensemble pour un Mali indivisible.
Merci de votre attention. Demain 10h, Amadou Sankaré, 13h, Nyanya Alou Traoré, 18h, 20h, Ndei Sissoko. On n'oublie pas nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. Nous sommes de cœur et d'action avec eux. Bonne suite de programme sur l'ORTM. Bonsoir.